Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une journée de sport qui est juste exceptionnelle. On est le 14 février 2026 et c'est un de ces samedis où franchement, on ne sait plus où donner de la tête. On a épluché une montagne de sources, des articles, des stats, des analyses. C'est exactement ça. Et l'idée, ce n'est pas juste de lister ce qui se passe, c'est de comprendre les vrais enjeux, ce qui se joue derrière. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est qu'on a une sorte de grand écart. Oui, un gros écart permanent. D'un côté, on a la solitude de l'athlète, face à son destin, que ce soit au jeu ou sur un cours de tennis. Et de l'autre, De l'autre, la force du collectif, ou sa fragilité parfois, sur les terrains de foot, de rugby. c'est une excellente manière de voir les choses. Alors, on va explorer ça. On commence par les sommets enneigés de Milan-Cortina pour les Jeux Olympiques. Ensuite, direction les cours de tennis surchauffés de Doha et Rotterdam. Et on finira sur les pelouses d'Europe avec des chocs en football et en rugby. C'est parti, alors commençons par Milan-Cortina, les Jeux Olympiques d'hiver. Pour la France, cette journée, elle a des allures de qui tout double. Les espoirs de médailles sont énormes. Énorme, c'est le mot. Et ils sont concentrés sur quelques athlètes qui ont une pression considérable sur les épaules. On pense à qui en particulier? Le cas le plus emblématique, c'est Julia Simon, en biathlon. Bien sûr. Elle est l'immense favorite du sprint féminin, c'est à 14h45. Et le truc, c'est qu'elle a déjà remporté 2 médailles d'or sur ces Jeux. En relais mixte et sur l'individuel, oui. Exactement. Du coup, tout le monde ne parle que de ça, la possibilité d'un triplé historique. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle est favorite, d'accord, mais après 2 titres. Est-ce que la pression ne devient pas sa principale adversaire? C'est la question. C'est la question à 1 million. Psychologiquement, c'est un Everest. Tous les journalistes, tous les fans ne lui parlent que de ce triplé. On a déjà vu des athlètes craquer à ce moment précis. Tout à fait. Mais Julia Simon, elle a une force mentale qui est hors du commun. Et surtout, elle n'est pas seule. L'équipe de France féminine, c'est une machine de guerre. Ah oui, Derrière elle, vous avez Lou Jean Monod, qui est peut-être la plus rapide sur les skis en ce moment. Et Justine Breizas-Boucher, la championne du monde en titre. c'est un luxe en fait. C'est presque un luxe. Si la favorite flanche, le danger peut venir de partout. On peut même légitimement rêver d'un podium 100% tricolore. On quitte la solitude du pas de tir pour une autre forme de duel, le ski de boss, avec une situation assez unique pour Perrine Lafonte. Oui, c'est un scénario incroyable. Perrine, qui a déjà une très belle médaille de bronze cette semaine, elle dispute les bosses en parallèle. C'est le format en duel. Exactement, super spectaculaire, 2 skieuses côte à côte. Ce n'est pas juste une course, c'est un test de nerfs, Et elle est dans une position idéale, non? idéale et terrifiante à la fois. Comment ça? Elle est déjà qualifiée pour la demi-finale. Mathématiquement, ça veut dire qu'elle a 75% de chances de monter sur le podium. Ah oui, quand même. C'est une statistique qui donne le vertige. D'un côté, c'est un avantage énorme. De l'autre, si elle échoue, la déception sera immense. C'est là que le mental compte pour 90% de la performance. Donc 2 athlètes, 2 destins individuels, et il y a d'autres chances à suivre, j'imagine. Absolument, même si les projecteurs sont un peu moins braqués sur eux. En ski alpin, on a le slalom géant homme. Léo Angueno, il peut être le dark horse, l'outsider qui crée la surprise. D'accord. Et puis il y a Valentin Foubert en saut à ski. Sa 5e place a montré qu'il fallait compter avec lui. Et au-delà des Français? C'est la magie des Jeux. On a du curling toute la journée, les quarts de finale féminins de hockey, Canada-Allemagne, ça s'annonce physique. C'est une mosaïque d'histoires qui se joue en même temps. Et cette lutte de l'athlète seule face à la pression, on la retrouve poussée à son paroxysme sur les cours de tennis. 2 tournois, 2 scénarios complètement dingues. On commence par Rotterdam. Oui, Rotterdam, on a eu un quart de finale qui a duré presque 3 heures entre Alexander Bublik et Jomé Lunar. Ah oui. Victoire de Bublik 7-6 au 3e set. Mais la dramaturgie était folle. Et ça nous amène à une demi-finale qui est un bouquet d'oppositions de style. C'est-à-dire? D'un côté, Félix Auger-Aliassime, le Canadien. C'est la puissance, la rigueur, l'homme en forme du moment. Il enchaîne 7 victoires, c'est un métronome. Et de l'autre? Et de l'autre, Alexander Bublik. On le surnomme le génie imprévisible. Et le mot est faible. Donnez-nous un exemple concret de cette imprévisibilité. Bublik, c'est le seul joueur du circuit capable de tenter 3 services à la cuillère dans un tie-break décisif. Ah oui, je vois le genre. Ou de frapper un coup gagnant avec le manche de sa raquette, juste pour le spectacle. Il peut sortir un coup de génie absolu et la minute d'après faire une double faute sur une balle de match. Et face à la rigueur d'Auger Aliassime, C'est un choc total de philosophie. On ne sait absolument pas ce qui va se passer, et c'est ça qui est génial.
On passe du chaos créatif de Bublik à une finale féminine à Doha qui, sur le papier, est une histoire magnifique. Un vrai choc de génération. C'est la fiche parfaite. D'un côté, Victoria Mboko, la Canadienne, 19 ans, 13e mondiale. Son ascension est fulgurante. Elle n'a peur de rien, elle frappe tout. Elle a déjà gagné un grand titre Vitis. Oui, un WTA 1000 à Montréal en 2025. Elle est sur un nuage, 12 victoires pour 2 défaites cette année. C'est la jeunesse triomphante. Et en face, l'expérience. Mais une expérience qui doute. C'est tout le paradoxe de Karolina Muchova. La Tchèque, 29 ans, elle a un talent fou, un jeu magnifique, tout en variation. Finaliste à Roland-Garros en 2023. Mais Mais elle court après un grand titre depuis 2019. C'est sa 7e finale. Et on sentait à Roland-Garros le poids de l'enjeu sur ses épaules. donc la question, c'est de savoir si elle a transformé cette expérience en force. Exactement. Ou si les fantômes du passé vont ressurgir face à l'insouciance de Mboko. Et pour ne rien arranger, elles ne se sont jamais rencontrées. Jamais. C'est un saut dans l'inconnu pour les deux. Le match est à 16 heures. C'est un cas d'école de psychologie sportive. On quitte la solitude du cours pour l'effervescence des stades. On passe du jeu au nous. Le football et ses championnats européens qui nous proposent de très belles affiches. C'est un multiplex européen, oui. En Espagne, le gros morceau, c'est Real Madrid-Real Sociedad à 21 heures. En Italie, le classique des classiques, Inter-Juventus à 20h45. Du lourd. Et en France, on aura un œil sur Marseille-Strasbourg à 17 heures. Des matchs où la dynamique collective est la clé. Mais le cas le plus intéressant aujourd'hui, c'est peut-être en Angleterre. Manchester City joue en FA Cup. Sur le papier, c'est un match facile. Mais j'ai lu des choses très inquiétantes sur leur effectif. C'est bien plus qu'inquiétant. C'est une véritable hécatombe. Et ça pose une question fondamentale sur la gestion de l'effectif de Pep Guardiola. Le problème numéro 1, c'est Haaland. C'est Erling Haaland, oui. Il est sorti à la mi-temps lors du dernier match. Il n'est pas à 100% selon son coach. Mais une équipe comme City peut se passer de Haaland pour un match, non? Le problème, c'est que la liste ne s'arrête pas là. Exactement. Et c'est là que ça devient un vrai casse-tête. Jérémy Doku, blessé. Savigno, blessé au genou. Matteo Kovacic, la cheville. Et le pire, Oui? fracture de la jambe pour Josko Guardiol. Ah oui, c'est énorme. Cette cascade de blessures, ce n'est pas juste un problème de nom sur la feuille de match. Ça change tout. Qu'est-ce que ça change concrètement au jeu de City? C'est le système de Guardiola qui est enrayé. Sans Guardiol et Kovacic, il perd ses 2 rampes de lancement pour casser les lignes. Ce sont eux qui permettent de sortir de la pression? C'est ça. Sans eux, l'équipe risque d'être beaucoup plus lente, plus prévisible. Et la prévisibilité, c'est tout ce que Guardiola déteste. Ce qui devait être une formalité devient un vrai test. Fascinant. On voit bien comment l'absence de quelques individus peut gripper toute une mécanique. Et cette notion de collectif, elle prend une dimension quasi mystique en rugby. On a une double dose aujourd'hui, le tournoi des 6 nations et le top 14. Oui, on commence par le tournoi, 2e journée. Le match d'ouverture Irlande-Italie à 15 heures devrait logiquement tourner à l'avantage des Irlandais. Mais le vrai point d'ordre de la journée, c'est à 17h30. Écosse-Angleterre. La fameuse Calcutta Cup. On entend souvent que c'est une rivalité historique, mais concrètement, qu'est-ce qui rend ce match si spécial? C'est bien plus qu'un match. C'est le plus vieux trophée du rugby international, disputé depuis 1879. Ah, d'accord. Mais au-delà de l'objet, c'est une guerre psychologique. Pour les Écossais, c'est le match de l'année. L'occasion de battre le grand voisin anglais. Il y a une dimension de fierté nationale. Qui transcende le sport. L'ambiance à Murrayfield est électrique. C'est l'illustration parfaite d'un collectif porté par toute une nation. On verra aussi les futurs collectifs à l'œuvre ce soir. Tout à fait. Faut pas oublier le match des moins de 20 ans. Pays de Galles, France, à 20h45. C'est là qu'on voit les pépites, les futurs leaders. C'est souvent un régal. Et pendant que les nations s'affrontent, la guerre des clubs fait rage en France. Oui, le top 14 ne s'arrête jamais. 17e journée. Il y a un gros multiplex à 16h35 avec des matchs importants comme Bayonne Racing 92 ou La Rochelle-Montpellier. Mais l'affiche de la soirée, c'est à 21h. Laquelle? C'est Toulon qui reçoit Clermont. Ah, un match qui sent la poudre. Ah oui. C'est un duel crucial entre 2 grosses écuries qui se battent pour une place dans le top 6. Et jouer à Toulon, au stade Mayol, c'est toujours un test immense. C'est là qu'on voit si une équipe est un vrai groupe soudé. On a donc bouclé notre tour d'horizon. C'est vertigineux. Des médailles olympiques, des titres majeurs au tennis, des points qui valent de l'or partout en Europe.
un programme qui promet des émotions intenses où que l'on pose les yeux. Et pour revenir à notre idée de départ, ce qui est passionnant, c'est de voir comment ces deux visions du sport vont s'incarner aujourd'hui. L'individuel et la collective. Exactement. D'un côté, on a l'athlète face à son destin, presque seul au monde. Julia Simone face à ses cibles, Perrine Lafont en haut de sa piste. Victoria Mboko face à une balle de match qui peut définir sa carrière. C'est ça. Et de l'autre, Le groupe, l'équipe, le nous qui doit faire face à l'adversité. exactement, la force du collectif, mise à l'épreuve par les blessures, comme on l'a vu à Manchester City, ou au contraire, transcendée par l'orgueil et l'histoire, comme dans ce Écosse-Angleterre. Et la question qui reste. La question qu'on peut se poser, c'est finalement où se niche la plus grande intensité dramatique? Dans l'exploit fragile d'un seul athlète au sommet de son art, ou dans la synergie complexe et puissante d'une équipe qui se bat pour un objectif commun?